Salut tout le monde, je suis Jean-François Leclerc de l'équipe Ski-Doo Insolent en compagnie de Hugo Lorquet. Hugo. C'est l'été. Dans le shop, il fait chaud. Là. On a travaillé beaucoup ici, plutôt l'automne, l'hiver. Mais là, il fait chaud, mais c'est pas une raison pour ne pas parler de motoneige antique. Oui, parce les que amateurs, les passionnés de motoneige antique, oui. c'est 12 mois par année. Même, il y a beaucoup d'expositions, Armstrong, tout ça, l'été, même Yamachiche qu'on voit régulièrement. Donc, Hugo, on a parlé d'un petit projet qu'on voulait faire ensemble au cours des prochains mois. On veut parler de motoneige iconique Ski-Doo, de motoneige mythique, de motoneige de notre collection, peut-être même de motoneige de tout collectionneur, qui sait. Mais on veut vraiment, dans le fond, c'est aller un petit peu plus loin qu'on allait là, auparavant, un peu plus dans le technique. Oui, tout avant, ça. on était comme plus global, le overall à haut niveau. Là, ce qu'on veut faire pour les amateurs qui connaissent vraiment ça, on veut aller en détail techniquement au niveau des moteurs. Les difficultés qu'on a eues quand on a fait les rebuilds, les choses comme ça, Jean-François. Fait qu'on va essayer d'être un petit peu plus deep pour vous. Excellent. Donc, rien de trop fancy. On s'est fait un petit kit de podcast juste pour faire un peu différent parce qu'on voulait que ça soit un peu plus, comment on dirait ça, un petit peu plus direct vers les gens. Donc, Hugo, la Mach 1 94, oui. Qui est en arrière de toi. Super belle machine. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi là, dans ta collection puis pour en fait, l'émotion que ça te rapporte? Le 94, c'est un peu drôle parce qu'au départ, je ne l'avais pas acheté pour ma collection personnelle. Ça, j'y reviendrai. Mais en fait, le Mach 1 94, qui est la dernière année du PRS Jean-François, qui est on peut dire notre modèle mythique dans la gamme Ski-Doo. Donc, c'est le motoneige qu'on a le plus dans notre collection. Donc, le 94, dernière année du PRS. Une première des choses. Ensuite, c'est le 670. C'était la première année qu'il y avait la fameuse tête mauve. Après ça, il l'a eu dans d'autres générations, là, jusqu'à des MXZ, des choses comme ça. Donc, première année, moteur tête mauve avec les genres de graffiti sur le dessus du moteur. Puis l'autre chose qui est intéressant pour les 94, puis j'ai la misère à expliquer pourquoi, c'est que la dernière année du PRS venait avec beaucoup d'accessoires dans le Mach 1. Souvent, les autres générations, à partir de 85 jusqu'à toutes les autres années, c'est quand même des motoneiges qui venaient quand même, surtout dans le Mach 1, quand même assez plein. Le 94, souvent, on le retrouve avec le démarreur électrique et le reculon. Donc, ce que j'ai vu quand je faisais mes recherches pour ce modèle-là, souvent, ça vient tout équipé. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a un pare-brise qui est simili-haut, simili-bas. Donc, c'est pas un pare-brise haut qui est moins esthétique. Et puis, le pare-brise bas, il est vraiment très bas. Donc, ça coupe pas beaucoup le flot d'air. Donc, c'est un pare-brise qui utilise les deux côtés. Donc, c'est un 3 morceaux au lieu d'être un pare-brise bas qui est en seulement un morceau. Ouais. Utilise les deux morceaux des pare-brise moyens et hauts, des modèles de grand touring, des choses comme ça. Et puis, ils sont venus mettre dans le milieu seulement une petite partie, juste un petit flip en haut pour essayer un petit peu plus de couper l'air. Donc, esthétiquement, il est quand même beau, puis il est plus fonctionnel que les pare-brise qui sont extra bas. Puis, ce qui est drôle, Jean-François, le motoneige de ce Mach 1-là, je l'avais pas acheté au départ pour ma collection. Je l'avais pas acheté pour la remonter. En fait, ce qui est arrivé, c'est que, tu le sais, Jean-François, on cherche tout le temps des motoneiges souvent pour les pièces. Ça t'est arrivé, je pense que tu en as plusieurs que tu as déjà démontés chez vous, puis tu en as qui sont en attente de démonter. Donc, pour un collectionneur, ce qui est important, c'est de trouver la belle machine à remonter, mais ça prend aussi des pièces. Puis ça prend des donneurs. Ça prend des donneurs. Puis cette machine-là, je l'avais achetée comme donneur. Puis c'est drôle parce que la machine est environ à 5 minutes de la maison, donc vraiment proche. Donc j'ai dit, je vais aller la voir, j'ai rien à perdre. J'avais payé à l'époque 350 $. Ça date environ de peut-être 7-10 ans, là, je suis plus trop certain. Puis en arrivant là-bas, la motoneige, était complète. Donc c'est la première chose qu'on regarde. Était quand même en condition OK. En fait, ce que je pouvais voir de l'extérieur, ça allait un petit peu trop aller deep à l'intérieur de la mécanique. Et puis, apparemment que le moteur était simili-fonctionnel. Il y avait des petits problèmes mécaniques, mais sans trop. Donc, moi, je m'attendais que le moteur allait pouvoir fonctionner sans faire des gros changements. Parce que souvent quand tu achètes des motoneiges antiques, les gens disent le moteur ne tourne pas bien, mais juste un petit ajustement de carburateur. C'était pas à ce point-là, mais gaz. Le feedback que j'avais, c'est que c'était pas grand-chose. Donc, peut-être juste des petits ajustements, peut-être un piston worst case, mais en tout cas, j'expliquerai plus tard, mais c'était plus sérieux que ça. Donc, j'ai ramené la motoneige à la maison, puis la motoneige était belle, mais de l'extérieur, il y avait quand même beaucoup de réparations, de esthétique puis mécanique à faire. Puis je veux pas dire que j'ai fait une erreur, mais j'ai demandé à la communauté motoneigiste, qu'est-ce que je fais avec la motoneige? Est-ce que je la remonte? Est-ce que je la défais pour d'autres rebuilds que je
je devais faire. Et puis en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que c'est certain, 99% des gens, ce qu'ils vont dire, c'est ce qui... Ah non, fais pas ça, essaye de la remonter, parce que les gens veulent voir la motoneige avant et après, mais sans considérer l'effort, puis le temps et l'argent qu'on met dedans. Fait que j'avais pris la décision de remonter la motoneige Jean-François, et puis j'ai eu beaucoup d'anecdotes, de problèmes par la suite. Là, on en jasera, là, mais c'était le fun parce que c'était comme la première motoneige. J'ai mis mes mains dedans et puis que j'ai défaite. Je vous dirais pas jusqu'au châssis. J'ai gardé le châssis intact. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais sandblaster puis je vais au pas de côte. On va refaire le châssis pour avoir un châssis qui est parfait. Mais celui-là, tout ce qui était autour, au niveau de l'intérieur du moteur, j'ai vraiment tout enlevé. Les bras de suspension, les skis, la suspension à l'arrière. Donc, ça a été tout enlevé, mais le châssis reste intact. Excellent. Donc, Hugo, là, on va y aller un petit peu au niveau technique de la motoneige. Oui. Parce que moi, j'ai un Mach 1 93. Oui. Ce qui est différent, bon, celui-là, comme tu parlais tantôt du pare-brise qui est en 3 pièces. 93, c'est un pare-brise en fibre de verre. Au niveau de la suspension PRS, ça veut dire quoi PRS? C'est Progressive Rate Suspension. OK, excellent. Ouais. Donc, très bonne réponse. Au niveau de la chenille, c'est une chenille, je pense que c'est une 121. Oui, c'est la 121. C'est une suspension C7. Donc, c'est le modèle qui a comme 2 amortisseurs de chaque côté. Et puis, la différence du 93, c'est que nous, la suspension en arrière, sur les suspensions, sur les amortisseurs, il est marqué HPG. Donc, tu as un sticker qui est comme à l'intérieur, puis les chocs sont mauves versus... Je sais pas, toi, ton 93, est-ce que les springs sont mauves? De mémoire, oui, sont mauves. Mais t'as pas esthétiquement, t'as pas les stickers qui ont été mis... Je pense pas qu'il y a des stickers HPG dessus. C'est ça, de 93 à 94. J'aurais dû l'amener pour le mettre à côté. Oui, c'est vrai, side by side. Mais au niveau esthétique, il y a des petites différences comme ça. Après ça, on parlait bon, mais mon 93, il y a un petit peu plus d'accessoires au niveau du démarreur et du reculon. Sinon, tu as la tête mauve qui est différente. Puis quand tu regardes dans les specs, c'est pas les mêmes setup de carburateur. Donc, quand j'ai fait une comparaison avec la 93-94, il y a certaines choses qui sont différentes, des numéros de pièces qui sont différents au niveau de la carburation, puis même au niveau du moteur. Je sais pas si c'était juste des pièces de remplacement ou il y a des améliorations dans les composantes moteurs, mais il y a des pièces qui sont pas identiques là, quand tu compares les deux manuels de pièces. OK, donc on peut pas prendre un moteur nécessairement de 93 pour le mettre à 94. Je pense que oui, à moins que quelqu'un va avoir vraiment les numéros, les casting numbers, des choses comme ça, puis avoir les vrais bons numéros. Mais je pense que les pièces sont interchangeables, mais au niveau des manuels de pièces, les pièces sont différentes. Moi, des fois, les fournisseurs changent tout ça. Puis au niveau du jettage, ça peut changer aussi. Puis il y a quelque chose que je suis curieux aussi, c'est que, tu sais, j'ai un Mach 1 de 89, tu as un 90. Oui. J'ai même un 92 à la maison, mais je ne l'ai jamais essayé. Mais si on compare le feeling de conduite du 94, du 93 avec le 89 puis le 90, c'est quoi la différence? Écoute, les premières générations, c'est des machines qui sont encore plus basses que les dernières, les 93, 94, qui étaient avec les C7. Donc, les dernières évolutions, C7, il y a un petit peu plus de suspension. On ne parle pas des nouvelles suspensions d'aujourd'hui, là, mais un petit peu plus de confort au niveau des suspensions. Les modèles des Mach 1 89, 90, là, c'est le monochoc à l'arrière. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment ferme dans des sentiers qui sont vraiment beaux. Ça va bien, c'est le fun. Là. Mais au niveau du confort, je dirais pas que c'est confortable. Les dernières générations de PRS, c'est un petit peu plus confortable. Ça, c'est au niveau de la suspension. Sinon, les premières années, 89, 90, l'écartement des skis n'est pas la même. Je pense que c'était 36 versus 40, Jean-François. Ouais. Donc, un petit peu moins stable, malgré que les motoneiges étaient peut-être un petit peu plus hautes les dernières générations, parce que les bacs Q des PRS sont différents. Donc, quand tu regardes les premières années, l'angle n'est pas pareil. Donc, ça change un petit peu la hauteur, le centre de gravité de la motoneige, mais on gagne en largeur sur les dernières générations. Sinon, la grosse différence, Jean-François, puis tu le sais, pourtant, ça devrait être quand même semblable au niveau du tuyau d'échappement. Les premières générations, Jean-François, pour des bicylindres, le son des Mach 1 89-90 est vraiment incroyable. Donc, une super de belle sonorité, plus bruyant, mais tu as vraiment un son plus racing versus, à la limite, les 617 et les 670. Je ne sais pas pourquoi.
Oui, ça a plus de moteur, ça marche plus que les 183 de l'époque, mais le son est plus... un peu plus effacé. Un peu plus effacé, ouais. donc un petit peu moins de feeling à ce niveau-là. Mais effectivement, je me souviens très bien, puisque écoute, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît, qu'on a fait de la motoneige ensemble, justement, avec nos Mac One à l'époque. Tu avais amené ton 90, j'avais mon 93. Ah, le jour puis la nuit. Puis effectivement, le son du 90, incroyable. 93, oui, plus soft. Mais écoute, le 93, c'est beaucoup plus confortable en termes de suspension. Même le siège, c'est ça que j'allais dire. Même le siège, j'ai plus les sièges en divan, là, il y a plus c'est un petit peu plus moelleux, là, mais sans parler de confort extrême, là, c'est un petit peu mieux. Okay. Là, j'ai une autre question, parce que, tu sais, on aime beaucoup les Mac One, les Mac Z. Mais le nom Mac chez Ski-Doo, ça veut dire quoi pour toi? C'est quoi l'émotion que ça t'amène? Là? Ben écoute, ça a été longtemps, mais encore, mais pas, non, plus aujourd'hui, mais c'était longtemps le Mac, c'était la machine qui était la machine de performance de chez Ski-Doo. C'était la machine qui rivalisait avec les Storm, les RXL, les Wildcat, les Thundercat, les choses comme ça, puis les VMAX là, dans Yamaha. Donc, c'était le top of the line. Puis, au niveau de la collection, on le sait, là, on cherche tout le temps à avoir la machine qui était la plus puissante à l'époque. Ouais. Donc, le Mac, oui, le Mac, c'est la machine à avoir. Là. Ouais, puis tu sais, je regarde en arrière ici, tu sais, t'as un plus 87, un plus 80. Ouais. C'est un 88, 9? Oui, 80. En fait, le 85 qui est ici, le 86 c'est à la maison, le 87 ici, 88 est 88, parce que c'est à quelle époque? Parce qu'on rappelle que le Mac One est arrivé en 89 avec le 583. Mais avant, la machine la plus puissante chez Ski-Doo. Oui, c'est les 521, les Formula Plus. Fait que quand je regarde ta collection en arrière, ben, tu sais, c'est évident, on veut toujours avoir la machine la plus haute de chaque année. Oui. Excellent, excellent. Donc, puis au niveau PRS, tout ça, tu as quand même conduit beaucoup de motoneige moderne récemment, mais tu sais, le feeling de conduite, puis tu sais, juste une anecdote comme ça. Tu sais, cet hiver, j'avais un 2025, un MXZ 850. C'était une machine incroyable au niveau de la position de conduite. T'sais, cet été, je me suis acheté un Blair Morgan 2003. Juste reculer dans le rêve, la première itération du rêve, tu dis, wow, il y a une méchante différence au niveau. C'est beaucoup, ergonomiquement parlant, tu es beaucoup plus assis droit puis confortable sur un rêve, mais versus un Gen 5, c'est une méchante différence. Mais là, quand tu recules à un PRS, versus les motoneiges modernes. Est-ce qu'on pourrait même dire, Jean-François, que quand tu passes d'un PRS à les premières générations de Rev en 2003, il y a comme le step est quasiment aussi gros que les premières générations avec les générations 2025. Ouais. Parce que je me rappelle quand je m'étais assis sur un Rev pour la première fois, je dis, ah mon Dieu, t'es vraiment assis comme un VTT droit. Puis quand tu passes d'un Rev aujourd'hui, puis tu t'es assis sur les autres, c'est complètement autre chose. Là. C'est quasiment, je ne vais pas dire des motocross, là, mais t'es encore plus droit, t'es encore plus haut. Ouais. Puis je te dirais que les Rev à l'époque, écoute, j'en conduis pas souvent, t'es quand même, comparé avec les 2025, t'es quand même assez bas là, dans le châssis. Là, donc, une expérience différente. Là. Effectivement. Puis cet hiver, ben, écoute, avec motoneige.tv, on a fait un épisode avec le Blizzard, avec la MXZ. Puis c'est incroyable. Même un châssis F qui est, tant qu'à moi, un peu mieux qu'un PRS en termes de la position de conduite, c'est vraiment très différent d'un Rev et d'un Gen 5 aussi. Excellent. Puis là, si on continue toujours avec le Mac One, qu'est-ce qui te resterait à faire dessus pour la rendre vraiment là, à ton goût? Ben, en fait, je vais expliquer un petit peu ce que j'ai fait, puis ce qui reste, là, vous allez voir, même s'il reste quand même assez de petites choses que je voudrais améliorer, on est venu de loin. On est vraiment venu de très, très loin, Jean-François. La première chose, la première surprise qu'on a eue, c'est quand j'ai défait le moteur. Donc, je m'attendais à quelque chose de mineur. Et puis, la première crainte que j'ai eue, c'est quand j'ai commencé à faire tourner la clutch. Puis, tu le sais, les modèles à rotary valve, tu as comme la plaque, je ne sais pas comment tu l'appelles, la plaque de rotary valve qui est entraînée par le crankshaft avec c'est un set de gear à l'intérieur. Oui, un set de gear à l'intérieur. Puis quand je faisais tourner la clutch, je me suis rendu compte que la rotary valve, elle ne tournait pas. Fait que ça, c'est pas normal. Il peut se passer... en fait, ce que j'espérais, c'est que la rotary valve avait été brisée et puis qu'il n'y avait pas de problème au niveau de l'intérieur. Donc, la première chose, j'espérais ça. La deuxième chose que j'espérais, c'est que c'était le shaft perpendiculaire de la rotary valve qui était endommagé ou qui était défectueux.
Ben, c'était pas la Rotarival par elle-même, c'était pas le shaft qui entraînait la Rotarival à 90 degrés. En fait, c'était le worst case scénario qui est arrivé. C'était la guère de brasse en plein milieu du crankshaft qui était endommagé. C'est pas mal la pire affaire qui peut nous arriver, Jean-François, parce que au niveau des moteurs, on en fait quand même beaucoup. On n'est pas des experts garagistes, ça fait 20 ans qu'ils en font, mais on est capable de se débrouiller quand même très, très bien. Il faut que tu l'aies au complet. C'est ça. Puis on a quand même assez d'outils, mais là, ce que ça implique pour avoir accès à la guère de brasse en plein milieu, ben, il faut enlever, il faut dépiner le crankshaft, il faut enlever. Non, faut que tu ouvres le top, faut que tu enlèves la base, faut que tu sortes faut que tu ailles vraiment des. C'est le PPP. Puis je ne sais pas pourquoi à l'époque, aujourd'hui, c'est toi qui fais mes moteurs. À l'époque, je ne me rappelle pas pourquoi, pour quelle raison. C'est peut-être parce que c'était le niveau du crankshaft, mais j'avais envoyé refaire mon moteur à l'extérieur. Donc, écoute, puis ça fait. Quand j'ai monté le moteur, encore une fois, ça fait à peu près 8-10 ans. Puis à l'époque, c'est quand même beaucoup d'argent. Là. Ça, on parle de l'argent pré-COVID. Là. Donc, ça m'avait coûté environ 2000 $ pour refaire ça. Donc, ils ont splitté le crankshaft. Je pense qu'ils ont mis les bearings, la guère à l'intérieur du crankshaft, c'est une guère neuve. La guère à l'extérieur, j'avais, comme on parlait de pièces de donneur, j'avais réussi à trouver un autre shaft qui entraîne la Rotarival. J'ai défait ce shaft-là pour avoir accès à la guère. Donc, j'avais remis dans le... Ah, en fait, c'est vrai, c'est vrai, je vais me rappeler. C'est que le shaft de la Rotarival, en plus, je l'ai mis sur le tour, Jean-François, puis il tournait croche. Donc, il a fallu non seulement que je me retrouve une guère, je me retrouve un autre shaft de Rotarival, parce que mon shaft, j'avais bien fait de le vérifier, j'avais mis sur le tour, puis il était voilé. Donc, j'avais remis ça aurait causé plein d'autres problèmes. Oui, c'est ça, c'était problématique. Donc, on aurait fait le moteur, on a changé les bearings, on a changé la guère de brasse dans le milieu. Après ça, on a changé les pistons, donc on a mis 2 pistons neufs dessus, plus les cils de moteur. Donc, ça avait monté quand même assez vite. Fait qu'en partant pour une motoneige que j'avais payé 350 $. En partant, on vient de monter, on vient de rajouter un 2100 $, puis j'avais rien fait sur la motoneige de plus. Donc, on a refait ça, on a remis le moteur en place, on a fait un petit peu d'esthétique sur le moteur. C'est là qu'on a commencé à vérifier avec des techniques, là, avec les genres de machines ultrasoniques qu'on vient mettre les pièces qui sont oxydées, qui sont pleines de graisse. Donc, c'était là qu'on a commencé à s'équiper un petit peu plus. Donc, on s'est équipé avec les machines ultrasoniques. Ça, c'est pour un peu les paresseux parce que on met dans la machine ultrasonique, donc c'est une machine qui va venir chauffer le liquide. On peut mettre des liquides, des détergents à l'intérieur. Donc, on vient chauffer le liquide. En plus, c'est ultrasonique, là, je ne sais pas comment expliquer le phénomène, mais on vient comme faire vibrer le liquide autour de la pièce. Donc, ça fait comme si ça faisait un petit peu de sandblast liquide sans endommager la pièce. Donc, ça nettoie plus en profondeur. Ça nettoie un peu en profondeur sans avoir à frotter pendant longtemps. Donc, on s'est commencé à s'équiper de ça à l'époque. Et puis, on utilisait aussi les bols, là, les bols vibrants. Donc, c'est à cette époque-là qu'on a utilisé les machines ultrasoniques, les bols vibrants. Donc, ce que tu fais, c'est que tu viens mettre à l'intérieur et puis tu peux faire rouler pendant 1 heure, pendant une journée, une nuit complète. Donc, on a commencé à s'équiper. Donc, on a rangé le moteur. Le moteur était fonctionnel, les cils étaient bien scellés partout. Puis, encore une fois, quand des machines comme ça sont arrêtées depuis longtemps. Mais l'autre problème, Jean-François, c'est les carburateurs qui sont complètement cook. Donc, ça crée un vernis. Faut faire attention parce que tu peux pas juste nettoyer, remettre ça dedans parce que au niveau des jets, des passages de gaz, d'essence, ben on n'a pas les bons ratios. Puis avec un moteur neuf, si tu take care pas de ça, si tu fais pas attention à ça, ben tu vas sauter le moteur. On le sait par expérience, Jean-François, on peut sauter un moteur en une journée. C'est quand même assez... Effectivement. Donc, Hugo, écoute... Oui, ça c'était le moteur, mais sinon, en défaisant le moteur, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'électrique, des couettes qui étaient mangées. J'ai racheté des connecteurs, donc j'ai refait le filage. Au niveau de l'électrique, la couette de fil était pas adéquate. En fait, j'aurais pu facilement, Jean-François, juste retaper tout ça. Ouais. Mais non, il y avait... te connaissant, tu veux ça original et neuf. Original, j'essaie tout le temps de garder l'originalité de la machine, avoir les bonnes parts, de la bonne année, mais aussi c'est une question
en fait, c'était la machine que je voulais utiliser pour mon daily driver des motoneiges antiques. Donc, je m'assurais que s'il y avait quelque chose, des connecteurs qui n'étaient pas en bonne condition, je les changeais. Donc, il y a eu beaucoup de back and forth avec des concessionnaires. Puis, je ne sais pas pourquoi, il y avait beaucoup de connecteurs qui étaient fondus. Je ne sais pas si cette machine-là avait brûlé à un certain moment donné, où il y avait eu des shorts électriques. Donc, j'ai fait beaucoup de filage. Après ça, refait beaucoup de pièces peinturées, port de côte. À l'époque, on faisait pas notre port de côte. Donc, ça revenait quand même assez cher. Là. Donc, envoyer ça à l'extérieur pour tout refaire. Donc, c'était pas mal les premières machines comme ça. Là. Effectivement. Puis, je vais te ramener un petit peu en arrière, Hugo. Oui. Tu sais, là, j'ai la cassette VHS 94. Et déjà, c'est scellé, là. Que j'ai trouvé ça sur Marketplace, c'est peut-être l'année passée. Puis on voit le Mac One en arrière ici. Oui. Mais je veux que tu m'expliques, c'était quoi le feeling? Puis moi, je m'en souviens, j'avais peut-être 15-16 ans à l'époque, là. D'aller chez le concessionnaire, aller chercher le pamphlet, la cassette, tu sais, puis regarder les revues, mettons, à l'automne. Tu sais, c'est différent. Aujourd'hui, c'est très différent avec l'Internet. Mais c'était quoi le feeling à l'époque de découvrir ces motoneiges-là? On allait, je pense que tu allais au même concessionnaire, on allait voir on allait voir Paul Bellavance, qui a été par la suite Guy Bellavance à Saint-Angèle-de-Manoir. C'est ça. Ouais. Donc, moi, je demeurais proche de là. Donc, je pense que c'était au même endroit. Puis c'est drôle parce je pense qu'on s'est jamais rencontrés là, mais on allait faire nos on s'est peut-être croisé une couple de fois sans se connaître. Sans se connaître. Puis, écoute, c'était pas très grand à l'époque. Aujourd'hui, c'est des méga concessionnaires. C'est très, très gros. Puis souvent, à l'époque, c'était des concessionnaires quasiment par village. Là. Ouais. Donc, le showroom était pas très, très grand, mais je me rappelle, en allant là-bas, t'avais les PRS là, qui étaient side-by-side. Je me rappelle surtout de l'année 93 parce que tu avais le plus EFI. Puis je me rappelle, tu avais le plus EFI avec la vitre rouge. Donc, Guy et Paul avaient ça à l'époque, avec le siège rouge. Là, moi, j'étais comme, oh, wow, c'est tellement écœurant. Là, mais je sais pas toi, Jean-François, toi, le feeling quand tu allais là-bas, c'était quoi? Ah, écoute, je salue Guy, justement, le nombre d'heures que j'ai passé chez Paul Bellavance Sport à l'époque, justement, des fois, j'allais acheter une bougie, une pinte d'huile, mais juste pour être là, être dans l'univers de la motoneige, aller jaser dans le garage. J'ai dérangé souvent, mais bon, écoute, tu sais, les gens me connaissent aujourd'hui, je suis très passionné de motoneige skidoo, mais à l'époque, je l'étais aussi. Donc, mais le feeling, c'était incroyable. Il y avait quelque chose de mythique, quelque chose de différent. J'apprenais à découvrir la motoneige aussi à l'époque. Puis, tu sais, je me souviens à l'époque aussi, tu sais, dans la région où je restais, ben, écoute, il y avait quand même à Saint-Damoise, il y avait le Roux Sport. Il y avait de la neige dans le temps aussi. Oui, il y a plus de neige. Il y avait le Roux Sport, il y avait aussi Riendo Sport à Varennes, Claude Sainte-Marie à Saint-Hubert. Fait que je restais sur la rive sud. Bedford, il y avait les gondoliers aussi, si je me rappelle. Je les connaissais un petit peu gondoliers moins, à Bedford. Donc, tu sais, ça arrive souvent que, bon, je me promenais des concessionnaires pour aller voir les motoneiges, puis, tu sais, c'est d'excellents souvenirs. Hugo, je vais terminer avec ça pour le Mac One. Tu sais, si quelqu'un aujourd'hui veut collectionner un Mac One, c'est pas des motoneiges qui sont faciles à trouver dans bonnes conditions. Mais c'est quoi les éléments les plus importants pour pas se avancer avec un projet qui en fait, puis aussi pour revenir à ce qui reste à faire sur la motoneige, je dirais que la motoneige est loin d'être un 10 sur 10 parce que c'est un daily driver. Puis il y a des choses que j'ai eu de la difficulté à trouver. Puis une des choses qui est bien drôle, c'est le pad en arrière. Ouais. Le pad en arrière, je pense, Jean-François, il a été fait une année pour cette couleur-là. Ça se peut-tu ou il y a d'autres années? Quelle couleur? Il est mauve, il est rouge? Oui, je pense qu'il est mauve. Okay. Je l'ai trouvé, j'ai réussi à le trouver l'année passée. Je l'ai cherché longtemps. Parce qu'il était jaune, hein, je me souviens. Oui, mais là, il est jaune. Okay. Il est jaune, j'ai pas eu le temps de le changer, mais j'ai le bon pad qui est en excellente condition. Il n'a pas été troué. Donc, ça c'est rare. Quelqu'un qui veut quelque chose là, qui n'a pas été modifié. Mais en fait, je reviens tout le temps à la même chose, Jean-François. Ce qui est difficile à trouver, tout ce qui est mécanique, ça peut se refaire. Ça peut se trouver dans le neuf où tu peux machiner, tu peux faire des choses comme ça. Mais ce qui est difficile, dans ce cas-là, c'est le siège. Mon siège est un 7 sur 10. Il est beau, il n'est pas craqué, mais il y a eu la couture où est-ce que la cotoire, la couture, il n'est pas déchiré, il a juste été... la couture s'est défaite, puis les gens ils ont bien cousu, mais ils l'ont cousu
pour que ça tienne. Donc, la couture est un petit peu grossière. Donc, j'aurais peut-être amélioré. J'ai tu sais, le petit latch là, de la porte à l'arrière. Le petit latch est brisé. Ouais. Donc, là, je mets une vis pour le fermer présentement, mais ça, c'est pas facile. C'est un petit peu de la paresse. Ça. C'est pas parce que c'est difficile, pardon. Il faut juste que je le fasse. J'ai les pièces, il faut que je change ça. Après ça, on parlait du pad. Et puis, où est-ce qu'il y a le tableau de bord? Où est-ce que la tank à essence? Toute la partie est en plastique en avant du siège, j'ai une craque. Ouais. Donc, encore une fois, j'ai la pièce, mais pour enlever ça, c'est quand même... Faut que tu défasses le steering. Faut que je défasse le steering, faut que c'est riveté à des endroits, c'est quand même un bon travail, mais donc, il reste des petites choses comme ça. Et puis, quand on parlait, ce qui est dur à avoir, les cabines commencent à être difficiles à trouver. Ouais. Ces cabines-là sont faites en matériel qui est en méton. C'est un matériel spécial. Je pense qu'il est peut-être encore disponible parce que c'était le même matériel que les camions des Freightliner. Fait que j'ai réussi à trouver sur le web du matériel pour réparer le méton qui est pour dans l'industrie du camionnage. Donc, il faudrait que j'essaye de me procurer ça pour pouvoir refaire une cabine. Présentement, la plupart des gens vont refaire ça en fibre de verre, mais Jean-François, ça tient pas. Poté, fibre de verre, en fait, si tu refais ça pour une motoneige que tu laisses en exposition, bon, ça peut toujours aller parce que ta motoneige ne sera pas brassée, mais quand tu ouvres, tu fermes la cabine. Puis tu as de la vibration aussi. Tu as de la vibration. Puis le problème de ces cabines-là, souvent, c'est quand tu les ouvres, si tu regardes, puis en fait, j'ai eu une discussion avec Guy Boudreau à l'époque, là, puis il a fait de l'observation, puis à chaque fois que tu ouvres, tu fermes les cabines, puis ce que je me demande, c'est qu'avec le temps, si le matériel vient peut-être moins flexible, vient plus sec, c'est quand tu ouvres la cabine, tu remarqueras que toutes les pentures puis le devant vont travailler quand même beaucoup. Puis souvent, les gens, c'est qu'ils ouvrent la cabine, puis essaient de partir la motoneige quand la cabine est ouverte. Donc, à chaque fois, oui. Bien ça, la cabine peut retomber, puis seulement en crinquant la machine, tu vois que la cabine en avant, dans les pentures, ça travaille énormément. Donc, au niveau des braquettes de penture, qui sont, en fait, c'est 2 pentures, puis il y a 2 trous dans les pentures, puis là-dessus, il y a des braquettes de métal. Donc, quand tu y penses, là, c'est pas hyper rigide. Donc, ça, c'est un problème numéro 1. Le problème numéro 2, c'est que ces motoneiges-là, souvent, il n'y avait pas de pare-brise, pas de pare-brise, de pare-choc à l'avant. Puis souvent, ça prend rien, Jean-François. Hein. Juste à côté, quelqu'un freine en avant, puis tu manques de traction au freinage, puis tu fais juste à côté un petit peu dans le bumper ou des affaires vraiment banal, tu vas casser le milieu de la cabine. Donc ça, c'est le problème numéro 2. Donc, pas de protection à l'avant. Problème numéro 1, c'est une penture qui sont quand même assez faibles. Puis le problème numéro 3, comme je te dis, c'est souvent il y a tellement de flexion dans la cabine que quand tu essaies de démarrer la cabine ou que tu fais de l'entretien puis ils ventent, tu as tout le temps, tu vois les pentures tout le temps travailler. Puis l'autre chose que j'ai remarqué, c'est ceux qui ont des belles cabines, de faire attention, quand la cabine est fermée, il y a des genres de slots d'ajustement en avant. Si la cabine est mal ajustée, puis on ferme la cabine, puis on vient mettre des latches, oui, tu as tout le temps, vous allez regarder le devant, c'est mal ajusté, là, tu mets tout le temps une pression où il y a les pentures. C'est pour ça aussi que les fameux spider web au niveau des pentures. Donc, faire attention à l'ajustement des cabines à l'avant. Donc, tu crées tout le temps une tension quand ta cabine est fermée, puis quand la cabine est ouverte, si tu essaies de travailler puis de démarrer la motoneige, il commence à en rester de moins en moins de ces cabines-là. Ils sont difficiles à réparer. Le matériel, c'est du méton. Puis le matériel, pour se procurer, je pense qu'il est difficile à trouver. Je ne l'ai pas trouvé encore, mais où font des réparations des anciens camions Freightliner, le méton, ils ont du matériel pour réparer. Est-ce qu'on peut faire, c'est demander aux gens qui nous regardent si vous avez des indications ou des trucs pour trouver le matériel. Trouver le matériel qui peut manipuler ça ou faire les réparations. Si vous avez des expertises là-dedans, ça serait intéressant. Parce que sinon, j'ai fait un test, puis la cabine a été réparée, mais je ne l'ai jamais installée. Ce que j'ai fait, là, me trouver fou, c'est que dans le body shop, il y a des genres de mèches métalliques. Donc, j'avais une cabine qui était brisée au niveau des pentures. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un Dremel, je l'ai mis à une hauteur de la moitié de l'épaisseur du matériel du méton. J'ai enlevé sur peut-être une superficie de 4 pouces carrés. Dans ma fissure, j'ai enlevé la moitié de l'épaisseur. J'ai collé
le matériel, un genre de mèche métallique là-dedans. Après ça, j'ai mis, je pense, un genre de silicone haute densité. Puis par la suite, j'ai refait du fibre de verre par-dessus. Donc, j'ai fait une tentative différente de seulement mettre du fibre de verre pour renforcer. Donc, cette tentative-là, ça paraît bien, mais je ne sais pas si ça va durer. En fait, ça paraîtra pas. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que si j'utilise la motoneige dans les bosses, dans les sentiers, puis si j'ouvre, puis je ferme la cabine, ça va devenir à briser, c'est un inconnu, mais la vraie bonne façon, c'est le béton. Ça fait un bon blend avec le matériel qui est existant, mais c'est un matériel qui est difficile à trouver. Puis même si on est encore capable, comme tu disais, s'il y a des gens qui connaissent, je serais curieux de savoir où on peut se le procurer. Là. Hugo, ce que je me souviens de l'époque des PRS des années 90 chez Ski-Doo, c'était vraiment je t'ai posé tantôt la question, là, le plaisir d'aller chez les concessionnaires, chercher la cassette VHS, les pamphlets, tout ça. Mais là, je sais que t'as un artefact ici qui est super intéressant. D'abord, t'as ton casque, tu l'as mis? Oui, j'ai mon casque. Attends, je vais te montrer ça. Je vais le chercher. Ouais, je vais le faire pendant que tu mets tes écouteurs. Ce qui est drôle avec ça, c'est que vraiment, Jean-François, ça va chercher vraiment les couleurs et les stickers là, du Mach 1 94. Là, je suis daltonien, là, mais je le sais que c'est des couleurs qui sont quand même... C'est mauve, c'est ça. Ouais. Fait que la stripe sur le châssis à l'arrière de la motoneige, ça vient recréer les couleurs. Puis c'est ce qu'on essaie de faire, Jean-François. C'est toujours le fun d'avoir le casque, casque de l'année, les couleurs, les choses comme ça. Ouais. Fait qu'on a été chercher ce casque-là à l'époque. Là. Il est pas parfait. Là. Il y a des petites choses qui sont endommagées, là, mais c'est tout le temps le fun d'avoir le casque qui va aller avec la... Mais il te fait-tu le casque? Oh, il me fait. Il te fait? T'es chanceux. Parce que souvent, moi, j'achète des vêtements puis des casques, ça me fait pas. Ouais, j'essaie de voir. Mais tu sais, qu'est-ce qui est le fun? Tu sais, tantôt, on parlait de l'émotion, justement, de ces motoneiges-là. Qu'est-ce que ça nous procure? Mais justement, à l'époque, les vêtements chez Ski-Doo, ben, tu sais, où tu avais des vêtements qui étaient peut-être plus génériques pour différents modèles. Mais tu avais vraiment, par exemple, pour les formulas, le Mach 1, le Plus, le MX, puis même après, pour les années subséquentes, tu avais la même chose. Mais tu t'identifiais à ta motoneige. Tu avais vraiment, puis tu avais plusieurs modèles de PRS, puis tu avais un suit avec un casque pour chacun de ces motoneiges-là. Là. Donc, exactement. Fait que, tu sais, quand tu arrivais dans un relais, j'ai fait la joke. Lui un Plus, lui un Mach 1. Lui un Mach, OK. Il est à prendre au sérieux. Là. Blague à part, c'était quand même fort intéressant. Puis au niveau des pamphlets, là, sur Internet, on essaie toujours d'aller chercher les pamphlets de vêtements. Puis c'est drôle de voir les couleurs, la façon que les gens étaient habillés à l'époque. Là, mais c'était du 94. Puis les pamphlets, je sais pas toi, Jean-François, mais de 94, j'ai tous les pamphlets. Mais moi, j'ai le pamphlet 94, mais j'ai le gros pamphlet. OK, ça, je l'ai pas. Faut que je le trouve. Puis on parlait tantôt du pare-brise qui est comme semi-haut. Puis c'est drôle, dans le pamphlet, on va montrer, là, c'est que dans le pamphlet, il y a une petite photo qui marque que cette motoneige-là est équipée d'un pare-brise bas, qui est le semi-bas. Mais quand tu regardes sur la plus grosse photo, puis ça c'était commun à l'époque, c'est que les modèles de l'année, en fait, ils prenaient des photos avec la machine d'une année avant. Donc, ils prenaient le châssis, ils venaient mettre les couleurs. Donc, tout ce qui était les autocollants étaient les nouveaux autocollants qui étaient pour l'année d'après. Mais la machine, c'était des machines qui étaient maquillées. Donc, ils prenaient comme une machine dans le showroom qui était comme un 93. Puis, à partir du 93, ils ont mis pour les shooting photos, ils ont mis les nouveaux stickers de 94. Et puis, si tu regardes plus gros dans le pamphlet, tu as le pare-brise du 93. C'est le pare-brise qui est vraiment bas en un morceau. Ouais, en fait. Donc, ça arrive souvent. Puis les gens qui connaissent les détails, c'est comme en 91, les sway bars, c'était l'année qui était différent. Et puis, on voyait en dessous des bas de suspension PRS, tu avais comme le genre de sway bar qui était comme... je ne vais pas dire ajustable, là, mais qui pivotait là, en dessous des PRS. Et puis, sauf que sur la photo, il avait utilisé un Mach 1 de l'année précédente qui n'avait pas ça. Donc, pour les connaisseurs, quand tu regardes les pamphlets, souvent, tu es capable de voir
OK, ça, c'est différent. Il y a des couleurs, des bonnes couleurs de la machine, de la bonne année, mais souvent, les détails techniques sur la machine n'ont pas été mis à jour. Donc, des petites anecdotes et détails comme ça. Puis, dans le cas de 94, la machine qui est là, dans le pamphlet, ben c'est le pare-brise-bas du 93. 93, ouais. Puis... si je veux faire un petit peu de pouce sur ce que tu viens de mentionner, tu sais, dans le pamphlet du printemps 94, tu sais, il y avait le modèle en 93, il y avait le plus EFI, qui devait revenir en 94 avec le Formula EFI. Oui, c'est vrai. Puis ce motoneige-là est dans dans le châssis PRS, puis était dans le pamphlet du printemps 94, mais qui n'a jamais été commercialisé. Puis quand on regarde sur la cassette 94, si vous êtes très, très attentif, là, on la voit dans une fraction de seconde. Donc, c'est comme un petit peu le plus X 93 dans les premiers pamphlets, ceux qui ont eu la chance là en fait, je pense que les pamphlets qui restent avec le moteur qui était le 617, donc qui a été annoncé au départ avec le 617. Après ça, à cause des catégories de course, ils sont revenus au 183. Mais ceux qui ont eu la chance d'avoir ces pamphlets-là, il y a encore des pamphlets qui montrent le plus X 93 avec la nomenclature 617. C'est quand même assez rare. Là. Assez rare aussi. Là, il y a quelque chose qu'on n'a pas jasé tantôt de ton 94, mais tu l'as conduit en sentier. Oui. Mais le feeling, tu sais, le confort, on le sait, là, l'ergonomie, c'est pas pareil. C'est pas confortable. Ouais. Mais le fait d'être bas de terre, d'avoir un 670, quand tu pèses sa planche, c'est quoi le feeling, Go? Ben, quand tu pèses ça. C'est quand même... Ça développe combien, Jean-François? À peu près que 115, 170 de ces années-là? Je ne peux pas dire exactement. Oui, mais... il faudrait voir. Je devrais le savoir, là, ça fait trop longtemps. Oui, ça a quand même du moteur. Ce qui est le fun avec ces machines-là, qui rend ces machines-là un petit peu moins performant, c'est que c'est le manque de traction. Ouais. Les nouvelles machines aujourd'hui, soit par un meilleur transfert de poids au niveau de la chenille, avec des chenilles aussi qui sont plus agressives, ben pour HP, ben la motoneige plus récente va avoir un meilleur transfert, va donner plus, va transmettre la puissance au sentier d'une meilleure façon. Donc, tu sens plus les HP. Sauf que ces machines-là, parce que tu as un plus gros transfert, tu as plus grosse chenille, au niveau des sentiers sinueux, quand tu essaies de travailler comme à l'ancienne, de faire des crochets derrière, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Les modèles PRS, premièrement, sont très bas de terre, donc il y a une super de bonne assiette, un centre de gravité qui est quand même assez bas, premièrement, mais après ça, au niveau de la chenille, tu as moins de traction, donc c'est moins difficile d'accélérer, puis la motoneige veut faire du ski ou veut flipper à l'envers. Donc, on est capable de faire des super de beaux dérapages. C'est super le fun dans ce type de conduite-là. Mais en même temps, au niveau de la puissance, tu ressens moins la puissance parce que tu as beaucoup de comment tu veux dire, la chenille, elle glisse. Là, tu as beaucoup de... Donc, ça serait intéressant de savoir s'il y a des gens qui ont déjà installé une chenille, exemple une chenille de rêve, une chenille d'un pouce sur un PRS. Je l'ai faite une fois, puis c'est drôle. J'étais habitué de conduire d'une certaine façon, puis à la limite, j'ai pas aimé ça, parce que j'avais mis une chenille quand même super agressive, et puis j'étais habitué de me pencher, puis d'accélérer, faire partir ça. Là, ça faisait pas ça, fait que j'avais comme une petite tendance là, de faire du ski, là. Mais en fait, ça dépend de ce que tu veux. Hein. Il y a des gens qui aiment l'accélération pure, donc une fois de sortie de courbe, ils aiment ça quand ça tire d'un bras, puis il y en a d'autres qui aiment ça faire comme la queue de veau, la queue de veau, là, faire partir ça. Fait que ça dépend de ce que tu veux, mais oui, je l'avais essayé, puis j'avais perdu un petit peu en conduite sportive en courbe pour une meilleure accélération en sortie de sentier. Dans le fond, c'est une question de compromis. Oui, exactement. Mais il y a une chose qu'un PRS ne fera jamais bien, c'est du hors-piste. Non. Ça fait du sport. Que tu aies une bonne chenille, une moins bonne chenille, c'est pas des machines, c'est vraiment des machines de sentier. Puis pour se rendre à un sentier, quand il n'y a pas une grosse tempête de neige, bon, ça peut aller, là, mais je me suis déjà fait prendre. Mais sérieusement, quand tu regardes les cassettes VHS comme ça, autour de 90, 11, 12, on voit quand même des Mac 1, des MX, des Plus, là, vraiment faire du carving dans la neige profonde, là. Donc, c'est ça. c'est par la vidéo, puis une fois, je pense que le gars, il en avait plein son casque, puis il avait chaud, mais il y a des meilleures machines non, c'est sûr que, tu sais, pour le hors-piste, à partir de, oui, il y avait des chenilles longues à l'époque, là, qui aidaient quand même, mais c'est à partir de 94, avec le premier summit, là, je pense que c'est là que ça fait. Ben, tu sais, tu parles des cassettes comme ça, je me rappelle, à l'époque, il y a quelqu'un dans notre groupe, tout le monde
de nous, on avait des PRS, puis lui, il travaillait pour Bombardier à l'époque. Et puis, il y avait un Formula Z, donc en 95. Donc, on avait nos PRS, puis je me rappelle, oui, tu as plus de suspension, mais il y a un de mes chums qui a voulu faire comme on fait souvent dans les sentiers, qu'on accélère, on fait un 180 pour changer de direction. On a voulu faire ça avec le F2000. Et puis, je me rappelle, mon chum, il avait fait un tonneau avec donc une machine sortie de l'usine, une machine flambant neuve, il avait flippé, on n'avait pas eu de dommage, là, mais on a comme compris que c'était pas la même chose. Donc, en essayant de barrant, on a fait un 90 et non pas un 180. La chenille, puis la motoneige en étant plus haute, centre de gravité, on l'a complètement flippé, puis là, on est parti à courir pour dire. Fait qu'on était chanceux, rien de brisé, là, mais c'est une philosophie différente là, de conduite. Donc, Hugo, juste en terminant, je sais que par le passé, tu as déjà écrit dans motoneige.ca pour ce motoneige-là. Je pense qu'on peut éviter les gens aussi. Les articles, comment les gens peuvent les consulter? C'est intéressant avec motoneige.ca, soit faire une recherche sur Mach 1 94 ou par mon nom, Hugo Lorquet. Donc, vous allez avoir accès à ça. Puis, je pense que j'avais fait 8 articles. À partir du moment où j'ai commencé à démonter la motoneige, on parle du moteur, on parle des problèmes, certains problèmes électriques. On parle... j'ai acheté les collants chez Doudécol. À l'époque, on a fait des comparaisons par rapport à ceux d'origine, c'est quand même très exact, très juste comparativement aux ceux d'origine puis les reproductions. Donc, environ 8 articles, Jean-François, pour ceux qui veulent soit s'en partir un, s'en monter un, ou juste par curiosité voir les étapes d'une restauration à l'époque. Donc, j'invite les gens là, motoneige.ca. Excellent. Donc, Hugo, je pense que c'était fort intéressant comme discussion. Moi, j'ai appris plein de choses sur ton Mach 1, sur ton projet, la raison pourquoi tu l'as acheté. C'est sûr que c'est une motoneige pour moi qui est mythique. Oui. C'est le dernier PRS, dans le fond, dernière année du PRS. C'est le meilleur. Puis je voulais pas... C'est sûr que les grands touring sont super équipés, mais pour avoir une machine sportive, pour mon daily driver, ben, tu le sais, Jean-François, c'est pas léger. Puis j'ai le reculon dessus. Fait que j'étais content d'avoir le reculon, rentrer puis sortir trailer. Donc, le reculon puis le démarreur électrique. Donc, on rajeunit pas, là. Non, fait qu'en ayant ces deux choses-là, puis en ayant le PRS sportif le plus confortable, pour moi, c'était comme un no-brainer. Ça me prenait un Mach 1 94, celle que le plus de chevaux en dessous, la plus confortable, le siège plus confortable, la suspension. Quand je dis plus confortable, je parle par rapport à cette gamme de motoneige-là, qui starter reculon, ben, c'est un petit peu pourquoi j'ai été avec ce Mach 1 là. Excellent. Donc, ce qu'on peut dire aux gens, c'est notre première capsule aujourd'hui. Oui. Première motoneige iconique. Donc, on va en refaire d'autres sur d'autres motoneiges de notre collection. Si vous avez des suggestions aussi, gênez-vous pas sur des modèles que vous voulez voir, que vous voulez entendre. Oui. Je pense que c'est en fait, Jean-François, on a pas mal toute la gamme des muscle sled de PRS de 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, t'en as un. En fait, il manque un 80. Il manque un 96. Ben, 92, on ne l'a pas. Non, j'ai un 92. OK, j'ai un 91, un Mach 1 X, ça veut dire qu'on a tout ça. Après ça, il manque un Mach 1. 98. Oui. Puis, en fait, tu as un Mach 1 95, 96 que tu as. Il manque moi, j'ai un 95. 95, fait qu'il en manque pas gros. Fait que s'il y a des gens... En fait, ils sont pas tous remontés. Il y en a qui sont plus en rough shape, mais s'il y a des gens qui sont intéressés d'avoir une machine spécifique, là, on se questionnait, ça va être laquelle la prochaine. Excellent. Excellent. Donc, Hugo, écoute, merci beaucoup pour l'entretien. Puis, même s'il fait chaud, ça fait du bien de parler motoneige antique. Exactement.